bien, de récifs. Ce n'est pas des récifs de corail, c'est des récifs de granit. Le granit, hein? Ça graphine. Oui, le granit casse la coque d'un bateau, pareil comme un neuf, hein? Et le bateau, c'est pas long. Alors donc, protection naturelle offerte par le Saint-Laurent, très limitée, gelée 8 mois par année. Le nord, obstacle fantastique. Le sud, l'attrait porte vers les grandes baies américaines. Vous savez, comment vous expliquer qu'au sud, les Yankees, en dedans de 150 ans, sont partis de 0 à 2,5 millions d'habitants. Alors que nous autres, en 150 ans, on était 70 000 au nord. Parce que la géographie est favorable au sud. Si vous avez le temps, vous allez aux États-Unis, moi, je vous conseille, en fin de compte, je vous recommande d'aller voir Chesapeake Bay. Les grandes baies américaines, Narragansett Bay, Chesapeake Bay, Boston Bay. Pas comme le Saint-Laurent, des grandes baies accessibles. On rentre très loin à l'intérieur du territoire. On est protégé de la mer, de l'océan, ça gèle pas en hiver, c'est accessible toute l'année. Alors, vous comprenez, les bateaux rentrent, sortent, là, tandis que nous autres, on est limité à la saison d'été. Et puis, en plus de ça, bien, naturellement, la quantité de bateaux qu'on amène est pas mal limitée. En plus, elles ont toujours été limitées comme ça. Elles ont toujours fonctionné contre une nature hostile que nous avons fini par vaincre. Maintenant, pourquoi les Normands? Qu'est-ce qu'il y avait d'important chez les Normands? De tous les gens de la côte, Normands, Bretons, Picards, etc., Angevins, ainsi de suite, là, les Normands étaient plus riches. Parce que la Normandie est très riche. Alors, les Normands connaissaient la navigation, comme les Bretons. La différence, par exemple, c'est qu'il y avait des plus gros bateaux. Les Normands connaissaient le commerce maritime, ce que les Bretons ne connaissaient pas. Les Bretons connaissaient la pêche, chez eux. Mais le commerce maritime à grande échelle, les Normands connaissaient ça depuis le temps des Vikings. Et c'est pour ça que les compagnies de fourrure ont demandé aux Normands. Parce qu'en venant s'établir dans le Fin-Laurent, ils savaient que les Normands pourraient progresser jusque dans les Grands Lacs. Et puis ils savaient en plus de ça que les Normands, sachant depuis longtemps comment on fait des affaires, hein, parce qu'il faut savoir comment on fait des affaires, que les Normands rencontraient les tribus amérindiennes là, puis ils diraient, bon, ben, comment on fait de business, hein, je t'apporte ça, tu me donnes ça en échange, ainsi de suite, tu sais. Et puis, à part de ça, hommes d'affaires avisés, les Normands faisaient crédit. Mais il y avait un petit compte, ils tenaient ça. Ils faisaient crédit aux Amérindiens. Alors, ça, vous comprenez, c'est nouveau, ça, chez les Amérindiens, crédit. Ils ont commencé, ils l'ont apprécié. Et c'est pour ça qu'une fois que les Français sont partis, les Amérindiens se sont révoltés, ils ne voulaient pas avoir les Anglais. Parce que les Anglais, jamais les Anglais faisaient concession que les Normands savaient faire. Puis ensuite de ça, la construction du Grand Canot et tout le reste, on avait ça. Alors, ça explique des aspects de notre présence dans le Saint-Laurent qui ne sont pas connus, qui ne sont pas assez connus de notre monde. Et comment se fait-il qu'à la guerre de 7 ans, alors que la France était aux prises avec l'Angleterre, la France avait déjà décidé. Elle n'avait pas décidé, elle avait constaté que l'Allemagne s'unifierait, parce qu'on était quand même en 1760. En 1755, Frédéric de Prusse avait rassemblé tous les États prussiens en un seul État. Vous savez? Et les Français se sont rendus compte. Ils ont dit, ben, ils vont prendre le reste d'Allemagne, ils vont faire un seul État allemand. Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils le fassent. Et ça s'est fait, ça s'est terminé sur Bismarck 100 ans plus tard. Vous savez? Mais c'est ça la géopolitique, c'est voir venir longtemps d'avance qu'est-ce qui s'en vient, comment ça s'en vient, comment ça va se déplacer. Et puis en même temps aussi les conséquences de l'ouverture de Saint-Pétersbourg sur la Russie. Sur la Russie, le commerce russe, ça veut dire de la grosse argent, ça veut dire, là, il faut, j'ai vu de mes deux yeux vus, j'ai marché dans la forêt russe à plusieurs endroits, il n'y a pas aucune forêt chez nous qui vaut cette forêt-là. C'est tous des arbres plantés. Puis quand vous dites là, un conifère, d'à peu près là, 30 mètres de hauteur, à 56 degrés de latitude nord, un conifère là, que vous allez scier, que les Russes vont scier eux autres mêmes, que les Russes soigneusement vont le mettre à terre, vont le traiter, vont vous l'amener, vont vous l'embarquer sur le bateau, peuvent faire des planches si vous voulez, mais vous êtes sûr que vous allez avoir un arbre qui n'aura aucun défaut.
Et puis les premiers acheteurs de ce conifère russe-là, c'est les Hollandais, parce que leurs terres sont tellement basses, hein, c'est dans des marais. Alors quand ils construisent, ben, il faut qu'ils plantent des pieux. Et le pieu de Russie, c'est celui-là qui va tenir le plus longtemps. C'est celui-là qui ne pourrira pas. Et qui va tenir pendant 100 ans, 150 ans. Là, ils construisent une maison par-dessus. Ils construisent même des édifices. Alors, les plus grands commerçants, les plus grands commerces de l'Europe, c'est entre la Hollande et la Russie. Et même pendant la guerre froide, ou soi-disant guerre froide, Hollandais et Russes continuent à commercer. Oui. J'étais en Russie du Nord, les Russes sont friands du genièvre hollandais, du gin hollandais, des tulipes, gros acheteurs de tulipes. Les avions partent à tous les jours d'Amsterdam vers la Russie. Et puis, gros acheteurs aussi de fromage hollandais, fromage Gouda. Et puis, ils se connaissent. Mais qui a commencé ça, ce trafic-là? C'était Pierre Legrand. Parce que Pierre Legrand s'est rendu en Hollande, a vécu en Hollande, a assisté à la construction des navires, s'est instruit. Et puis, comme tous les hommes dans son temps, ben là, les ports de la mer sont entourés de bordel. Alors, il est allé dedans, il a attrapé la syphilis, entre autres. Il en est mort, mais qu'est-ce que vous voulez? Il a fait son travail de tsar. Mais pourquoi vous l'avez compris en allant à Toronto? Je vous dis, c'est en allant à Toronto que j'ai compris comment le Québec... Je vais vous dire ce que c'est que j'ai appris à Toronto, que je ne savais pas. Et c'est ce que j'ai écrit ici dans le premier chapitre. L'événement stratégique le plus important, le plus central de notre histoire, s'est produit non pas au Canada, non pas dans le Québec, aux États-Unis, en 1825, avec l'ouverture du canal Erie. Regardez bien ce que ça veut dire. OK? Bon. Arrive l'invasion de 1775, l'invasion américaine, les Américains sont poussés. À ce moment-là, les United Empire Loyalists commencent à s'installer dans le sud, à prendre tout le Saint-Laurent. OK? Arrive la guerre de 1812. À la guerre de 1812, les Américains s'en viennent par ici, envahissent de ce côté-là, correct, et puis une autre armée monte par le nord. Maintenant, ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas. Et là, qu'est-ce que les Américains ont décidé? Après la guerre de 1812, ils ont dit, plutôt que de chercher à monter de New York vers le nord, à court-circuiter le Saint-Laurent, si on montait de New York jusqu'à Albany et qu'on bifurquait vers l'ouest, le long de la vallée de la Mohawk, avec un canal, hein? Alors ça changerait toute l'affaire. Le canal serait ouvert toute l'année, il est sur notre territoire, il n'y aurait pas de bataille, rien. New York serait assuré de son avenir. Et puis à ce moment-là, la ville de Buffalo, vous voyez, Buffalo qui est ici, attendez un peu, je le vois là. Buffalo est là, bon, c'est bien ça. J'aime ça le monde qui lise des cartes. Alors la ville de Buffalo va tout de suite prendre de l'expansion. Hein? Et c'est ce qu'ils ont fait. Qui s'est rendu compte qu'un changement majeur dans les rapports de force venait de se produire? Qui s'en est rendu compte? Durham. Personne n'a remarqué ici, pendant qu'on est en pleine guerre civile, 1836, 37, 38, personne n'a remarqué qu'en 1838, les Anglais, avec Durham et avec Colborne, ont ramassé des régiments entiers. Ils les ont sortis du Québec, puis ils les ont emmenés en face de Buffalo, dans le Niagara. Personne n'a remarqué ça. Hein? Et pourtant, c'est majeur, ça, au point de vue stratégique. Hein? Personne n'a remarqué qu'à partir de 1838, là, les Anglais ont commencé à pousser pour le chemin de fer. Hein? Puis qu'en 1860, qu'est-ce qui est arrivé de majeur au point de vue stratégique? Rien de sensationnel, majeur. Qu'est-ce qui est arrivé en 1860? De majeur au point de vue stratégique. Stratégie, pensez aux communications. Pensez, vous avez l'air intelligente, vous, mademoiselle, de vous donner la réponse, j'en suis sûr. Chemin de fer. Hein? Chemin de fer. Chemin de fer, puis quoi? Quoi à part de ça pour le chemin de fer? Le chemin de fer a commencé ici au sud, là, sur la rive sud du Saint-Laurent. Qu'est-ce qu'il fallait faire à partir du chemin de fer? Qu'est-ce qui s'est produit de central en 1860, un événement stratégique majeur? La
C'est juste avant la Confédération. Un traité. Ah, M. fait la Confédération. Canal de la Chine. Hein? Canal de la Chine. Le canal de la Chine, c'est 1825-26. C'est pas 1860, le canal de la Chine. Vous avez... Partez d'une chose, la navigation n'est pas bonne. Il n'y a pas moyen de se fier dessus. L'écluse. Alors, c'est le chemin de fer qui va prendre charge. Tout le Canada va se construire sur le chemin de fer. Et quel a été l'événement décisif? L'écluse de Saint-Lambert. La Maritime Saint-Laurent, je sais pas. Eh non, c'est facile, c'est simple. C'est tellement simple qu'on ne pense pas. OK. Le pont Victoria, 1860. Qu'est-ce que ça voulait dire, le pont Victoria? Ça voulait dire sortir tout ce qu'il y avait là, de loyalistes, là, puis amener ça ici, dans les basses-terres des Grands Lacs au sud. C'est ça que les Anglais ont compris. C'était pas pour nous le dire. Vous savez, en stratégie, on ferme sa trappe. C'est ça, c'est quand vous dites le pont Victoria, si vous parlez de l'écluse aussi. Comment? Est-ce que l'écluse a été faite en même temps que le pont Victoria? Quelle écluse? L'écluse du pont Victoria. L'écluse de Non, Saint-Lambert. l'écluse n'était pas aussi Elle était importante pas- que le pont. Non. Non, le pont, bien plus important que l'écluse. OK, c'est Pour le le pont chemin parce de que fer. pour le chemin de fer. C'est ça. Ça a été après ça la construction des chemins de fer, hein, qui ont poussé. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé après? Ça pressait, là, parce que les Américains étaient là. Ils étaient là à Buffalo, là, puis ils se préparaient à pousser, à envahir. Bon, les Anglais ont vite placé leur armée en face, puis dire, vous avancez pas sur la guerre. Qu'est-ce qui est arrivé après? La zone n'était pas occupée. Il fallait l'occuper. Qui allait l'occuper? Seulement les loyalistes qui accepteraient d'aller là. Ils ont voulu faire venir du monde d'Angleterre, il n'y en est pas venu. Et les Anglais d'Angleterre, même après la guerre américaine, allaient aux États-Unis parce que les États-Unis, il fait chaud, on est bien, on a tout ce qu'on veut, hein? Tandis que pourquoi aller geler dans le Canada? Pas plus que les Français. Alors, ça a été le commencement d'un mouvement migratoire. Et ça, j'ai appris ça à Toronto, bien comme il faut. Le mouvement migratoire, c'est avec le chemin de fer, là, le loyaliste du Québec. Ça, c'était autour de 1865-70. Le loyaliste du Québec qui voulait prendre le chemin de fer et aller s'installer ici, dans le sud, dans les basses-terres des Grands Lacs. Il ne faut pas oublier que Toronto a été fondé seulement qu'en 1857. Hein? Toronto n'existait pas avant ça. Le sud non plus n'existait pas. Mais l'espace décisif, c'était ça ici, là, les basses-terres des Grands Lacs. Le loyaliste qui consentait à quitter le Québec, le sud du Québec, n'importe où dans le Québec à ce moment-là, sauter dans le train, s'en aller en Ontario du Sud, recevait, en arrivant là, il recevait une terre gratuite, des semences gratuites, de l'équipement narratoire, des animaux, des constructions et 2 années de nourriture. Ça vous montre l'importance stratégique de cet espace-là. Pour les Anglais, là, il fallait mettre le paquet pour s'installer là, parce que si les New-Yorkais et les Américains traversent le Niagara, prennent les basses-terres des Grands Lacs, c'en est fini de tout le reste. Je vais vous donner un petit secret de stratégie. Vous allez vous en rappeler. En stratégie commerciale, en stratégie de guerre, n'importe quelle stratégie, saisissez les basses-terres et le reste tombe. Allez pas commencer à vous battre pour prendre des montagnes. Une montagne, ça ne vaut rien, du point de vue stratégique. C'est la basse-terre, c'est là où il y a un carrefour de communication. Moi, j'ai été formé, ça fait assez longtemps, d'ailleurs, j'ai été formé par les Anglais pour la guerre de montagne. Et puis, jusqu'à un moment donné, qu'un Anglais me dise, so then, what is the purpose of occupying the mountain? Qu'est-ce que c'est qui est le but d'occuper et de tenir la montagne? Ben, j'ai dit, il dit, sauver, réveille-toi. Il dit, c'est pour protéger l'école, puis il dit, le commerce qui est en bas. Il dit, c'est ça, t'es là pour ça. Merci beaucoup. Il n'a pas appris ça dans mon école. Alors donc, le loyaliste s'en va. OK? Qu'est-ce que c'est que nous avons fait, nous, à propos des loyalistes là, qui quittaient? Vous avez toute l'Estrie, c'est tout en anglais, Sherbrooke, Quaticook, etc., qui ont pacté le bagage pour s'en aller en Ontario, qui ont embarqué sur le train, qui ont traversé le pont Victoria, qui sont allés, qu'est-ce que nous avons fait, nous? Et qui a été le grand stratège dans cette affaire-là?
ça a été Monseigneur Louis Zéphirin Moreau, 4e évêque de Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce qu'il a fait en particulier pour qu'on achète leur terre? Puis ça a été acheté payé à gros prix. Monseigneur Louis Zéphirin Moreau, en 1873, a été le premier fondateur de la première caisse populaire. C'est pas Desjardins qui a inventé les caisses populaires. Desjardins est venu 25 ans après. Et avec l'argent des caisses populaires, on achetait la propriété de Mr. McCormick, puis je faisais payer grassement, oui. Et puis on le payait comme il faut, et puis là, il y avait l'acte notarié, il y avait le SIO. Vous savez, c'est une conquête territoriale. Prenez-nous ça. Et ça s'est fait, ça, un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, jusqu'à commencer, là, 1860, la construction du pont Victoria. 1960, 100 ans plus tard, la conquête était complétée. Nous avons pris 98% de toutes les propriétés des loyalistes, des Andais, des activités de manufacture et tout le restant. En plus, évidemment, du développement territorial que nous avons fait à l'intérieur. J'ai apporté ça, quand j'ai vu ça à Toronto, j'ai dit, « It proves we are a nation. » Ils ont dit, « Yes, you are a nation. » On espérait que vous ne le trouveriez jamais. Bon, mais j'ai dit maintenant, « What about statehood? Hein? L'État. » Ah ben, ils ont dit ça, c'est votre job. Fait que là, la géopolitique, c'est de voir d'avance. À partir d'aujourd'hui, c'est quoi qu'il faut qu'on voie? À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on voie que depuis 1960, notre position continue de se renforcer. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on voie que le jeu des intérêts et des rapports de force s'est déplacé de l'Atlantique vers le Pacifique. Donc, c'est ce que voit Stephen Harper. Le port de Port Rupert, là, à Vancouver, au nord de Vancouver, est en train de devenir un des plus gros ports méthaniers au monde. Le pétrole est apporté des montagnes, à travers les montagnes en bas, jusqu'à Vancouver. On a commencé, ça a marché avec les Chinois, après ça, ça n'a pas marché, maintenant ça marche encore parce qu'ils en ont besoin. Et Harper sait que les rapports de force se déplacent à l'ouest, parce que les intérêts à l'ouest sont autrement plus gros que les intérêts de l'Ontario, que tout l'ouest est en train de se mettre ensemble maintenant. Il le sait, mais il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas dire en public, parce que le public n'est pas prêt de le recevoir. Il le sait, c'est pas pour rien qu'il m'a acquis dans le Parlement d'Ottawa, régulièrement. Il a commencé par, ça va aller au mois de mars, là. J'ai écrit un article là-dessus dans Vigile, pour dire, ben oui, mais il pourrait aller plus loin que ça, puis mettre la clé pour de bon. Ça nous rendra service à nous autres, parce que c'est ça qui va arriver, finalement. L'Atlantique, les communications à travers l'Atlantique ont radicalement changé. La Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, maintenant, font alliance avec les États de la Nouvelle-Angleterre qui sont en train de tomber. Maintenant, on va vous dire une petite surprise. La Nouvelle-Écosse, vous savez, avec qui est-ce qu'ils font le plus affaire? La Nouvelle-Écosse. Avec le port de Bordeaux en France. Ils font affaire avec les Basques. Et il y a beaucoup de Basques en Nouvelle-Écosse qui avancent là maintenant pour commencer à développer le pays. Tout est en train de changer. Alors nous autres, qu'est-ce qui va arriver finalement? La Saskatchewan a déjà un parti séparatiste au pouvoir, le Saskatchewan Party. Maintenant, l'Alberta, le Wild Rose Party, il se prépare à prendre le pouvoir à son tour. Ce qu'ils veulent, ce qui m'a été demandé, moi, quand j'enseignais à Toronto, en 80, quand le vote a été non, là, mais ils ont dit, pourquoi est-ce que vous avez refusé de vous reconnaître vous-même? Si vous aviez voté oui, ça veut dire que vous vous reconnaissez. Ils ont dit, vous ne pouvez pas nous blâmer. C'est à vous de vous reconnaître. Si vous ne vous reconnaissez pas, ce n'est pas nous autres qui va le faire. Parce que si vous ne faites pas l'effort de vous reconnaître, de nous reconnaître comme nation et comme État, il ne faut pas attendre que les autres vont le faire pour nous. Ah bien? Ça vient de finir, ma foi, ça. Dans cette affaire-là, il y a une expression très vulgaire en géopolitique. On dit, il faut se torcher tout seul. Mais on n'a pas encore ça. On demande à maman, j'ai fait le caca, maman, dessus, là. On a encore cette mentalité d'enfant-là.
de dire, là, écoute, prends-toi en charge. Ils diront rien, ils ne peuvent plus rien dire, là. Bon. Alors, le problème, c'est qu'Ottawa n'a pas d'avenir. Ottawa n'a pas d'avenir. On le sait au Canada anglais qu'Ottawa n'a pas d'avenir. Parce que les communications se sont déplacées, les communications ont changé. Autre affaire importante, la voie maritime du Saint-Laurent n'a pas d'avenir non plus. Parce que c'est trop limité. Bon, alors qu'est-ce qui est arrivé dans les derniers 4 ans? Moi, je passe mon temps à regarder ça, à suivre ça. Vous n'avez pas remarqué dans les derniers 4 ans que le trafic ferroviaire a triplé, quadruplé, quintuplé à Montréal? Vous savez, je reste à Saint-Henri. Je suis né parmi les trains, là, parmi les manufactures, les bateaux et tout le restant. Je reste encore là. Et puis je regarde à tous les jours là, les 2 lignes de chemin de fer là, qui se trouvent là, dans mon quartier. Là. Et puis ils passent des trains, c'est plus des petits trains à cette heure-là. Dans mon temps, dans mon jeune temps, une locomotive à vapeur traînait à peu près une vingtaine, une trentaine de voitures. Aujourd'hui, ils mettent 3 diesels et ils tirent 200 voitures en arrière. Ils ne peuvent pas aller très vite, mais seulement que ça va quand même plus vite que le bateau. Et puis en mettant des diesels, et puis en mettant là, autant de voitures, toutes avec des conteneurs qui ont ramassé dans le port de Montréal. Alors mettant ça comme ça, ben, ils déplacent l'axe de gravité du commerce. Alors que nous, on a manqué notre coup pour saisir le chemin de fer, s'emparer du chemin de fer, garder le port de mer, etc. Oui. On est encore là, on n'a pas encore cette mentalité-là de l'État. De dire, là, on est habitué à une province, on se fait dicter notre ligne de conduite, on se fait dire quoi faire, on se fait dire comment faire, etc. Oui, un peu comme des enfants qui sortent, qui regardent maman, que maman leur dit, t'es gentil, oui, t'es fin, t'es gentil. Un adulte ne fait plus ça. Un adulte, il est tout seul devant sa propre conscience. Hein? Il n'y a plus besoin de miroir, là, parce que la maman sert de miroir pour lui renvoyer l'image qu'il veut voir à l'enfant. C'est pas vrai, ça? Hein? Dans un gêne, bande d'enfants. Je les évite d'enlever le miroir. Je dis, regarde à l'extérieur. Puis débrouille-toi. On vient de finir. Mais tu vas attraper des coups. Bon, ben, tu attraperas des coups, tu sais, puis t'apprends, puis instruis-toi. Alors, ils sont tous débrouillés. Vous m'aviez parlé à un moment donné que au Québec, on a beaucoup la mentalité quand c'est écrit, c'est vrai. Ah oui, ça fait partie, ça aussi. Comme la bataille des plaines d'Abraham. C'est écrit, mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qu'il n'y en a pas eu. Mais l'écrit, ça, c'est une autre partie de notre mentalité. Moi, je vais vous dire quelque chose. Oui. Moi, on a fait même un disque à Radio-Canada en 1979 sur une partition musicale qui a été trouvée par Louise Courville, qui est une flûtiste. Elle a trouvé ça, je ne sais pas trop où, un peu avant que moi je la connaisse, dans un couvent, puis c'était intitulé « La bataille des plaines d'Abraham », composé par le général Wolfe. C'était une vieille, c'était très vieux. Moi, je vous le dis, j'ai même présenté cette pièce-là, moi, à Toronto, à un moment donné, là, en 1979. Et puis, moi, je sais qu'à un moment donné, moi, j'ai sorti cette affaire-là dans le Devoir, mais je me suis fait taper dessus par des historiens, des trucs comme ça. Puis même cette pièce-là, qui, bon, c'était quand même... On s'est mis plusieurs ensemble, René Boulanger, moi-même, et puis d'autres, là, qu'on a dit, on va laisser faire les historiens, on va aller vérifier exactement ce qui est arrivé. Okay. Il n'y a pas eu de bataille. Bon, il n'y en a pas eu. Il y a eu une escarmouche le matin, à 10 heures du matin. 2 régiments français qui étaient sur les plaines tout seuls ont été pris par l'armée anglaise. Évidemment, ça n'a fait de rien pour une armée de détruire 2 régiments. Mais les 2 généraux ont été tués. Et quand les généraux sont tués, c'est un acte politique. Il faut attendre qu'un autre général vienne. L'autre ne peut pas prendre le commandement. La bataille était arrêtée. Finalement, le général Wolfe, est-ce qu'il a existé ou il a peut-être qu'il était pas général? Non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de décisif qui s'était passé. Bon. Et puis les Anglais n'étaient pas en mesure d'entrer dans Québec. Le gros de l'armée française était à Beauport. S'attendait que les Anglais débarquent sur les battues de Beauport. Et c'est pas arrivé. Alors, ce qui arrive d'important, et c'est là que la géographie joue un rôle majeur, c'est que 13, 14, 15 septembre, à Québec, dans la ville de Québec, on peut mourir d'hypothermie.
on ne se promène pas dehors dans la ville de Québec 13, 14, 16 septembre sans être habillé. Il faut qu'on mange, etc. Les Anglais étaient pris. Les Anglais étaient pris pour rester à Québec parce que les bateaux ne repartaient plus. Là. Il n'y avait plus moyen de repartir. Il y a trop de tempêtes dans le Saint-Laurent. Bon. Alors, les Anglais ont fait une proposition à M. de Ramsay. Ils ont dit, écoutez, on va entrer, si vous voulez me laisser entrer dans la ville de Québec, on va vous payer en or. Et en plus de ça, nos soldats vont travailler à reconstruire les maisons qui ont été détruites. Parce que nous autres aussi, on a besoin d'abri pour l'hiver. Et pendant ce temps-là, l'armée française était là. M. de Ramsay savait que la France avait déjà décidé de m'abandonner. Il ne savait pas comment le dire. Il ne savait pas comment l'exprimer parce que tout le monde... Il avait décidé quoi, excusez-moi, je ne sais pas comment. Comment? Vous avez dit qu'il avait décidé? Il savait que la France avait décidé d'abandonner. La France avait déjà décidé de partir. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors, pour nous autres, là, c'est entendu. Comment? Voulez-vous prendre ma place pour... Non, ça va. Trop petite la carte. Laissez-moi juste finir. Bon, les Anglais sont entrés dans le Québec 5 jours après, le 18 septembre, alors que M. de Ramsay lui-même a ouvert la porte. Ils sont rentrés, ils sont changés, ils ont travaillé à la construction, ils ont travaillé à refaire toute la ville de Québec, et en plus de ça, ils ont payé en or pour la nourriture et les services reçus chez les habitants. Tout le monde manquait de nourriture. Les Anglais, finalement, étaient obligés de tuer le chevaux pour avoir de quoi manger. Le printemps suivant, alors que Ramsay savait que c'était inutile, la décision avait été prise en France, on vous laisse aller. Bon, on a d'autres raisons, on a une autre stratégie, je vais vous l'expliquer dans une minute. Bon, le printemps suivant, mais les généraux, eux autres, c'était pas Montcalm à ce moment-là, c'était Lévis Mirepoix, le duc de Lévis-Mirepoix, puis Ramsay. Pas Ramsay, Vaudreuil. Ils ont dit, ça marche pas, là, ça vient de finir, on ramasse une armée, puis on sonde, puis on reprend Québec, puis les Français vont revenir. Alors, ils sont revenus, le 28 avril, bataille de Sainte-Foy, ils ont écrasé l'armée anglaise. L'armée anglaise est rentrée dans Québec, rentrée se réfugier dans Québec, se réfugier chez les habitants du Québec, se faire soigner, ainsi de suite, payer avec l'or qui lui restait. Mais c'était fini. C'était décidé que c'était fini parce qu'ils ont vu arriver des bateaux, là, c'était des bateaux anglais. Et les bateaux anglais ont passé parce que les Français les ont laissé passer en premier lieu tout le long du Saint-Laurent. Maintenant, qu'est-ce que les Français ont fait de particulier? Qu'est-ce que c'est qu'ils avaient dans le crâne? Remarquez bien ça. Premièrement, stratégie tout le temps. La stratégie, c'est connaître le contexte. Le contexte, c'est qu'en 1760-61, la révolte commençait à monter chez les Yankees. Les généraux anglais savaient qu'avec les effectifs anglais en Nouvelle-Angleterre, ils étaient pour se faire battre. Ça ne sert absolument à rien, c'est mieux de céder. Vous n'allez pas prendre une population de 2 500 000 personnes avec à peu près une affaire de 12 000 soldats. Hein? Vous faire écraser, ce ne sera pas long. Quoique les Yankees n'étaient pas habitués à la guerre. Alors, premièrement, donc. Deuxièmement, les Français étaient déterminés à déplacer leurs efforts commerciaux, ainsi de suite, vers l'Est, vers la Russie. Bon. Alors, en déménageant, en sortant du Saint-Laurent, leur armée, ils l'ont regroupée dans les Antilles. Ils ont regroupé, commandé par le général Lafayette, hein, et puis commandé par l'amiral de Grasse. OK? Là, ils avaient une autre idée en arrière de la tête. Ils ont dit, les Yankees vont se révolter. Bon. Si on les appuie, ils vont écraser les Anglais. Les Anglais vont partir. Ça va être très facile pour nous de reprendre la Nouvelle-France après ça. C'est ça, c'est le raisonnement. Stratégiquement, le raisonnement était correct. Parce que ça a éclaté, regardez, en 1774, les Anglais savaient. Là. Ils savaient, ils ont dit, on est fini. Ça ne sert à rien, on va essayer de gagner la population du Québec, de dire, ben, mettez-vous sur notre bord, puis on va être gentils pour vous autres, et puis on va bien vous traiter, puis ainsi de suite, on va vous payer, vous allez avoir l'or anglais, etc. Et une grosse partie de la population du Québec a dit, non, nous autres, on appuie les Yankees. Et là, l'autre partie a dit, écoute, si tu appuies les Yankees qui gagnent leur guerre,
On va se retrouver, nous autres, petite population de rien, seuls contre un État puissant, massif dans toute l'Amérique du Nord. Tandis que si on appuie les Anglais qu'on déteste, parce qu'en matière de guerre, il faut souvent coucher avec ceux-là qu'on ne veut pas, qu'on n'aime pas, vous savez, ça arrive, des choses comme ça. Alors, si on se met avec des Anglais qu'on déteste, on maintient un autre pouvoir au nord des États-Unis, au nord du pays des Yankees, pendant que les autres, dans le sud, vont se débrouiller tout seuls. La France était d'accord avec ça. Parce que la France se disait, les stratèges français, dont Vergennes, disaient, bon, qu'on continue à laisser les Anglais occuper le nord des États-Unis. Ça va occuper une grosse partie de leurs effectifs. Et c'est des effectifs qu'ils n'auront pas en Europe. Pendant ce temps-là, nous, on va pouvoir, là, et ça a marché en fin de compte, pendant ce temps-là, nous, on va pouvoir entreprendre d'appuyer les Yankees puis de faire gagner. Et en fait, si ce n'avait pas été de l'intervention française, les Yankees perdaient la guerre. Et mon George Washington finissait pendu au bout d'une corde. C'est un lampadaire de Philadelphie, lui puis tous les grands révolutionnaires. On se plaint bien, nous autres, parce qu'on a eu, comme ça, même 12 patriotes pendus, et puis qu'on a eu à part ça le pauvre Louis-Riel qui a été pendu. Mais les Yankees ont eu bien plus de monde pendu sur les poteaux devant tout le monde là, dans leur pays par les Anglais que nous autres on en a eu, parce qu'ils s'étaient révoltés, on ne pense pas à ça. Puis d'ailleurs, quand on va aux États-Unis et qu'on parle de leur guerre, ils nous disent, vous avez l'air à oublier qu'on en a bavé bien plus que vous autres avec les Anglais. Pourquoi? Parce qu'au sud, c'est riche. Tandis que dans le Nord, ça ne l'est pas. Dans le Nord, qu'est-ce que c'est? Dans le Nord, ça prenait notre énergie à nous autres, une énergie fou à tout casser pour essayer de mettre en valeur un territoire impossible. Mais on avait cette énergie-là, on l'a fournie. Tandis que dans le Sud, plus écoumène, ça veut dire qu'avec la même quantité d'énergie, on produit davantage. C'est ça qui est la différence. Alors donc, les Français gagnaient avec les Yankees, avec le pays, et les Français avaient gagné leur guerre pour rendre les États-Unis indépendants. Les Anglais sont revenus à plusieurs reprises quand même. La dernière fois en 1815, on n'est pas au courant de ça. 1815, après la bataille de Waterloo, les Anglais ont formé une flotte envoyée par Wellington et un certain général Cunningham pour faire le tour par le golfe du Mexique, puis remonter le Mississippi, puis reprendre les États-Unis. Les Américains ont été avisés, les Français les ont informés. Ils leur ont dit, dépêchez-vous. Ils ont été avisés, puis en une semaine, l'armée britannique du général Cunningham a été écrasée, il ne restait plus rien. Ils ne sont pas allés loin. Et là, les Anglais ont commencé à comprendre que les États-Unis ne les reprendront pas. Dans le Nord, on dit on va rester là, parce qu'au début, ils pensaient qu'ils pourraient former des têtes de pont, dont une au Québec, puis l'autre un peu plus à l'ouest, là, et puis reprendre les États-Unis. Ils ont pensé ça longtemps. Ça a duré longtemps, la guerre en Angleterre et les États-Unis. Mais la France, elle se tenait en dehors, parce que la France déjà visait la Russie, visait le commerce russe, visait les détroits scandinaves, qui jouaient d'intrigue. Tous les efforts français étaient tournés vers là, et en plus de ça, la colonisation. Politique est affaire d'intérêt, de rapport de force et d'effectivité. Intérêt, rapport de force et d'effectivité. Pas d'émotion, pas de sentiment, rien de ça. Bon, alors c'est ça qui s'est passé. C'est que l'armée du général Lafayette et cette armée-là qui a aidé les Yankees, la grosse flotte de guerre de l'amiral de Grasse connaissait la stratégie de guerre, la stratégie des bateaux de guerre. C'est lui qui a bloqué l'entrée des grandes baies, de Chesapeake Bay et Narragansett Bay, là, pour pas que la flotte anglaise puisse rentrer et puis venir aider l'armée anglaise. Alors l'armée anglaise s'est trouvée isolée, et là Lafayette il a écrasé les Anglais parce qu'il était seul, il y avait pas, les ravitaillements ne rentraient pas, les renforts non plus. Alors c'est ça qui a fait que finalement les Yankees sont trouvés indépendants. Ils le savent. Ils savent que si ce n'avait pas été de Lafayette et de l'amiral de Grasse, ce n'avait pas été de l'intervention française, ils n'auraient pas eu leur indépendance et leur chef aurait été écrasé, aurait été pendu, aurait été émasculé n'importe quoi sur la place publique, pour faire un exemple. Là, ça aurait pris 150 ans encore avant d'avoir leur indépendance. Ils le savent, les Yankees.
C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les Français. Comment? C'est pour ça qu'ils n'aiment pas les... Non, au contraire. Ah ouais, hey, que vous êtes français aux États-Unis, vous êtes chez vous. Pas au Canada anglais. Je me souviens, moi, à un moment donné, dans l'émission Infoman, il nous faisait aller sur le site Internet, c'était dans le site de la CIA, par exemple, ou du FBI, en tout cas. Puis c'était écrit que le plus grand problème qu'il y avait au Canada, c'était le Québec, les Québécois. Je ne le dis peut-être pas de la façon, mais ça fait quelques années. Et puis, c'est comme si c'était présenté que nous, on constitue le problème du Canada. C'était aux États-Unis, là, dans un... Oui, mais la France puis le Québec, c'est deux affaires. Non, mais c'est aux États-Unis. Au Canada, on a affaire à du petit monde. On a affaire à des petites populations dispersées. Notre seule menace, c'est l'Ontario du Sud, là, qui a été occupé après le pont Victoria, avec la construction de Toronto et puis la décision qu'il était pour mettre le centre de gravité dans le sud. Remarquez comme il faut, là, sa carte, là, pour vous montrer la stratégie. 45e degré nord, hein? 45e degré nord, frontière naturelle entre nous et les États-Unis. Maintenant, l'Ontario méridional, ici, le Boston-Adirondack, Toronto, Windsor, ainsi de suite, là. Il y a 14 millions de personnes là-dedans. Tout au sud du 45e nord. Ça veut dire ce que leur pointe de terre entre dans le territoire américain. Et ils le savent, ils en sont conscients de ça. Alors, vous comprenez, ils sont pris, là. Ils sont complètement pris. Leur pouvoir, ils l'ont exercé avec le chemin de fer et avec la ville d'Ottawa. Le chemin de fer qui leur donne le pouvoir économique, la ville d'Ottawa qui leur donne le pouvoir politique sur nous et sur les maritimes. Maintenant que nous, on fasse tomber Ottawa, eux autres sont seuls. Ouais. Ça, c'est casus belli. Fait que là, eux autres vont devenir américains, ce sera pas là. Non, ils ne deviendront pas américains. Non, ils peuvent pas. C'est pas maintenant. Pas dans les conditions actuelles ni à venir. Non. Qu'est-ce qui est casus belli? Comment? Qu'est-ce qui est casus belli? Vous disiez qu'il y avait... qu'est-ce qui était casus belli? Casus belli. Casus belli, lorsqu'Ottawa va tomber et qu'eux n'auront plus la position de force qu'ils ont pour contrôler les chemins de fer, contrôler les voies maritimes, puis contrôler le Québec. Okay. Ça va être casus belli. À ce moment-là, il faut qu'on soit prêt. Cause de guerre. Cas de guerre. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt, qu'on leur dise, écoutez, on ne fera pas les sauvages, là, on va s'entendre, hein? On va s'entendre, mais seulement que vous n'êtes plus en position pour nous dicter une ligne de conflit. C'est correct? Bon, ils vont dire, on va envoyer l'armée, votre armée, on va l'écraser. Et c'est moi qui ai travaillé pour ça, pour la préparer, cette armée-là, préparer la défense. La première fois, le premier plan que j'ai soumis, c'est le plan que vous avez, là. Le premier plan que j'ai soumis. Alors que j'ai acheté des armes en Angleterre, très facile. C'est que nous sommes une vallée encaissée et nous avons deux lignes, nous avons des lignes de montagne de chaque côté. Ces lignes de montagne-là, là, nous allons les occuper avec des bases, là, pas la base de Valcartier, mais avec des terrains d'exercice, des bases, ainsi de suite, là. Puis nous avons des armes pour ça pour nous défendre, de sorte que dès qu'ils vont prendre une armée qui va prendre l'autoroute et qui va prendre le chemin de fer, ils vont être capables de se taper dessus, ils vont être capables de le détruire sur place avant qu'elle rentre dans la vallée. Il ne faut pas oublier que le canon le plus puissant au monde actuellement, c'est un canon québécois. De 155 mm, fabriqué par Lavanais. Ce canon-là tire à 160 km de distance. Et les Croates s'en sont servis dans leur guerre contre les Serbes. Hein. Les Croates ont acheté ce canon-là, qui a été fabriqué sous licence en Autriche et qui a été passé en Croatie. Et les Serbes se servaient des chars d'assaut russes, hein, de gros chars d'assaut, JS Staline, Joseph Staline, T10, une affaire de 62 tonnes. Ben, lorsque le canon de 155 est arrivé, ça a été fini. Les chars russes sont jamais revenus. Ils en ont perdu tellement au commencement. Là. Puis malgré tout, les Croates, malgré tout, n'étaient pas experts dans l'utilisation d'artillerie. Puis ça prend de l'entraînement, ça prend de la formation technique, puis ça va servir d'un canon. Mais ça, ce canon-là, on l'a. En plus de ça, aujourd'hui, on a la défense des missiles. On est capable de couvrir ça avec des missiles. On ne sera même pas obligé de se battre. Si on a tout de suite les préparatifs qu'il faut, on n'aura pas besoin de tirer un seul coup de canon. On va dire, et je l'ai fait, moi, quand j'ai produit les premiers plans de défense.
Correct? J'ai eu affaire à des colonels qui ont dit, What are your plans? Je dis, moi, je n'ai pas de plan. C'est vous autres qui avez des plans, des petits plans pour essayer de nous écraser, ainsi de suite. Sauf que cette fois-là, vous n'êtes plus en position pour prendre les armes contre nous autres. Est-ce que c'est clair? Oh, OK, sauvé. OK, sauvé. Bon, OK, sauvé. Sacrifice. C'est nous qui occupons l'espace le plus stratégique dans tout le Canada. C'est nous autres. L'entrée, la porte d'entrée vers l'intérieur. Est-ce qu'on va être capable d'exercer notre politique de souveraineté sans avoir les moyens de la défense? Hein? Sans avoir les moyens de dire, qu'est-ce que c'est? Vous voulez vous battre? Vous voulez faire la guerre? Non, vous n'êtes pas en position de faire la guerre. Correct? Parce que nous avons, logistique des lignes intérieures. N'importe qui connaît la guerre sait ce que veut dire le terme logistique des lignes intérieures. Dans une armée normale, vous savez, dans une armée normale là, qui avance en quelque part, là, je vous ai parlé tout à l'heure comment l'importance du commerce, ainsi de suite. Je vais vous poser une petite question. Sur 20 soldats, il y a combien de combattants et combien en arrière qui vont s'occuper de la logistique? C'est-à-dire qui vont s'occuper du transport, s'occuper de la bouffe, s'occuper de tout. Il y en a combien? Moitié. 1 pour 3. Oh, il y en a plus. Hein? Il y en a plus Moi, je que sais, le nombre mais sur le Sur terrain. 20 soldats, il y en a 18, 19 qui s'occupent de logistique, puis 2 qui vont être en ligne en avant en train de se battre. C'est tout ce qu'il y a. On vous envoie une armée là, pour envahir le Québec, disons, de 60 000 hommes. Bon, les lignes sont extérieures, ça veut dire qu'ils viennent de l'extérieur vers l'intérieur. 60 000 hommes divisés à 60 000 hommes, supposons qu'il y ait 60 000 hommes. Bon, moi, je vais vous dire qu'il y avait à peu près pas plus que 9 ou 10 000 combattants de première ligne maintenant. Le restant, ça va tout à fait service. Alors que nous sommes à l'intérieur, c'est pas la même chose, là. Nous, on peut construire toute notre logistique à partir de toute notre population. Parce qu'on va s'occuper de défense civile, on va s'occuper de défense armée en même temps. Alors, d'un coup, au lieu de 2 soldats sur 20, 2 combattants sur 20, nous, on va être capable de monter ça à 15-16 sur 20. En 1837-38, nous avions tout ce qu'il nous fallait pour écraser l'armée anglaise 100 fois. Sauf une chose, on n'avait pas les connaissances, on n'avait pas la volonté non plus. 1800, comment est-ce qu'ils étaient? Ils étaient 9000. 9000 soldats anglais en 1830. J'ai tout analysé ça, ces batailles-là. Moi, Saint-Denis, ainsi de suite, j'ai regardé ça. Et il y a un paquet de monde qui sont venus, évidemment, quand on s'est rencontrés avec les patriotes, puis qu'on discutait de choses et d'autres. J'ai posé une petite question bien simple. Je dis, regardez, l'armée anglaise qui arrive ici à Saint-Denis ou qui arrive à Saint-Charles, elle est partie de où? Je vais avoir la réponse. Elle est partie de Chambly, du Fort Chambly. De Chambly jusqu'à Saint-Charles et à Saint-Denis, à quelle distance? J'ai calculé 58 kilomètres. Dans 58 kilomètres à travers des bois, dans les conditions du temps, est-ce qu'il n'y avait pas assez de distance et puis de circonstances là, où vous auriez pu écraser cette armée-là, là, une claque ici, une autre claque là, une attaque ici, une contre-attaque là, de sorte qu'en arrivant à Saint-Charles, il ne reste plus rien, plus personne. Ah ben, on n'a pas pensé à ça. Et nous étions combien, nous autres? Combien est-ce qu'on était, nous? Nous étions 460 000. Quelle proportion d'une population est-ce qu'on peut mobiliser pour faire une armée puis se battre? Quelle proportion? Une dizaine de pourcents. 80%. Non. Non, monsieur. 7%. La limite, 7%. D'une population à 460 000, 7%, 460 000, ça veut dire, ça nous faisait 32 000 soldats. 32 000 soldats opérant logistique des lignes intérieures, mais il faut commencer par connaître ça. Hein? 32 000 soldats, les Anglais n'étaient que 9 000. Et en plus de ça, connaissance de la guerre défensive, on avait tous les moyens qu'on avait à ce moment-là pour écraser l'armée anglaise. Là. Non seulement ça, là, on aurait juste dit aux soldats anglais, mettez vos armes à terre, là, puis allez vous installer là, puis attendez qu'on ait hein? Ça aurait été une affaire de rien.
Mais non, on n'avait pas cette connaissance-là. On n'avait pas de connaissance de stratégie. On ne connaissait pas la logistique. Vous savez, on était tous des habitants, des gros fermiers. Moi, dans ma famille, je suis la première génération qui est lettrée. Mon père était illettré. Mon grand-père, la même chose. La première génération. Ma mère, qui tenait énormément, nous envoyait à l'école de force, parce que nous autres, on voulait aller travailler. Dans les années 30, là, se trouver un job bien plus important qu'à l'école. C'est ma mère qui nous a forcés. On est allés jusqu'à l'université. Toute la gang. Mais la première, mon père savait à peine lire. Et mon grand-père savait ni écrire, mes grands-mères non plus. Alors, comment pouvez-vous, à ce moment-là, connaître logistique, connaître les principes de stratégie, etc., si vous n'avez pas une formation de base, hein, qui vous permet, si ça sert à rien, j'ai regardé ça, j'ai regardé Saint-Eustache. Dans la Société Saint-Jean-Baptiste, là, il y a un tableau à faire pleurer les moments, là. Vous savez, là, ils sont installés dans une fenêtre, là, dans une maison. Aïe, aïe! On vous montre la tactique. Vous ne vous battez pas à partir d'une maison. Pas vrai. Vous vous battez pas. Vous avez une maison qui est là, une maison, là, bon. Bon, vous arrangez, là, pour donner l'impression que vous l'occupez à la maison, mais vous ne l'occupez pas à la maison. Et puis, vous arrangez pour avoir du monde qui vont faire un peu de bruit, mais c'est pas là que la bataille va se produire. La bataille va se produire ici. Alors là, ils s'en viennent attaquer de ce côté-là. Vous êtes soigneusement camouflés. Au bon moment donné, vous les prenez d'enfilade. L'enfilade, c'est ce qui est plus efficace en tactique. L'enfilade, ça veut dire ça, qu'au lieu de les prendre de front, hein, vous les provoquez pour qu'ils s'en viennent de front. Mais au lieu de les prendre de front, vous les attendez de flanc. Et quand vous tirez un coup, le coup qui va manquer le soldat qui est là va attraper l'autre qui est à côté. Vous êtes sûr d'attraper. Ça veut dire, ça, gagner la bataille avec une économie maximale de moyens. Tandis que vous êtes en avant, qu'est-ce que c'est que vous faites? Vous faites le héros, le grand martyr pour la cause, vous savez, là. Ah! Que c'est beau. Les moments vont se mettre à pleurer. Voyons donc, c'est une affaire de rien de battre ces armées-là. C'est une affaire de rien. Même l'armée américaine. L'armée américaine, eux autres, évidemment, vont servir de gros bombardiers. Vous savez, vont servir de leurs avions, et ainsi de suite, là. Mais ça va durer combien de temps, ça, supériorité aérienne? À mesure que le canon laser se perfectionne, là, ça va être possible de prendre n'importe quel avion à haute altitude, en basse altitude, avec le laser, et puis le faire tomber, faire sauter le réservoir, puis le faire tomber. Puis en plus de ça, on peut au sol, à part de ça aussi, on peut semer le désarroi, on peut semer une troupe au sol. Mais l'armée anglaise de 1837 de Colborne, ma foi, c'était une affaire de rien d'écraser cette armée-là. C'était une affaire de rien. Puis après ça rentre tranquillement dans les quartiers généraux anglais, puis dire, Monsieur Colborne, vous êtes le prisonnier de guerre. Hein? Monsieur Durham, vous êtes notre prisonnier. OK? On va décider. On va commencer à négocier avec l'Angleterre pour dire que vous allez nous reconnaître État-nation, vous allez nous reconnaître un État, mais vous allez reconnaître un État pourvu que vous ayez le savoir, le pouvoir et le vouloir, les trois composantes de l'État, plus la base territoriale que nous avions déjà. Il y a du travail à faire, monsieur. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Le combat que vous avez mené par rapport au fait que quand c'est écrit, c'est vrai. Vous l'aviez jamais raconté. Vous voyez, vous avez vu que je vous parle depuis tout à l'heure, je n'ai pas pris aucun livre, aucune référence, rien. Je vous mets devant les faits. Mais quand j'exposais, il y a plusieurs années, quand j'exposais, j'ai entendu plusieurs fois. À quelle place c'est écrit, ça? C'est vrai, ils l'ont dit à TV. Ils l'ont dit à TV, c'est vrai. Mais regarde, c'est écrit dans ce livre-là. C'est pas écrit dans ce livre-là, c'est écrit dans les faits. C'est écrit dans les contextes. C'est ça le langage de stratégie d'État. C'est écrit dans la réalité et dans le réel. C'est une toute autre formation, c'est une toute autre mentalité, ma foi. Mais même ma soeur, une de mes soeurs, j'étais après, discutait d'une affaire à la famille, ma soeur m'interrompt, on va voir à quelle place c'est écrit ça. C'est écrit ça, je m'en fous, mais à quelle place c'est écrit, c'est là dans le fait. La vérité n'est pas dans l'écrit ni dans la parole, la vérité est dans l'acte. Parce que l'existence est relation en acte et en puissance. Définition d'Aristote. En acte, qu'est-ce que ça veut dire?
l'existence est relation en acte et en puissance. Je vois parce que j'ai des yeux, c'est faux. Je vois parce que j'ai la faculté de voir. Ça, c'est beaucoup plus les yeux, c'est tout moi qui vois, puisque j'ai la faculté de me déplacer pour changer à l'infini les angles. Je vois parce que j'ai la faculté de voir. Je vois parce qu'il y a une infinité d'objets visibles. Hein? Et je vois parce que des jeux de lumière mettent en relation ma faculté de voir avec le monde visible. Ça, c'est difficile d'admettre ça aujourd'hui. On est tellement rationaliste. D'admettre que l'existence est relation et non pas raison. Relation. Alors, le Chinois qui est à Shanghai aujourd'hui, sur le bord du port, mais qu'est-ce que c'est qu'il voit? Mais il voit ce qui est là autour de lui. Hein? Il sent ce qui est là autour de lui. Il est dans le contexte. L'existence. Je marche parce que j'ai des jambes, c'est faux. Je marche parce que j'ai la faculté de marcher, mais parce qu'il y a un sol qui me soutient. Mais là, aller dire aujourd'hui à tout le monde que c'est intentionnel, mais là, on va un peu trop loin. On va dire ça. Je sens parce que j'ai la faculté de sentir, mais il y a une atmosphère aussi qui va avec moi. Hein? Puis s'il n'y a pas là cette atmosphère-là, je vais arrêter. J'entends pour la même raison. Je bois, je mange, je touche. Parce que j'ai la faculté, mais parce qu'aussi il y a des objets tactiles qui m'entourent. Hein? C'est voulu, ça. L'existence est relation en acte et en puissance. Quand vous avez compris ça sur le plan ontologique, vous êtes prêt pour la géopolitique, vous êtes prêt pour la stratégie d'État, ainsi de suite. Mais quand vous citez ce qu'un tel a dit, comme il y a un gars qui a essayé de m'assommer l'autre jour, non, c'était hier, ça. Il a essayé de m'assommer avec Montesquieu, l'esprit des lois de Montesquieu. Comme si j'avais jamais lu l'esprit des lois. Puis qu'en montrant l'esprit des lois de Montesquieu, il m'enseignait quelque chose. Mon Dieu Seigneur. Regarde, c'est des textes, des beaux textes. Mais ça ne colle pas à la réalité. Ça ne colle pas à la réalité. C'est beau comme de la littérature, de la belle littérature, comme un beau roman, n'importe quoi. Les textes de loi, finalement, les avocats conviennent, ça m'a pris du temps avant de mettre ça dans la tête, que le statut de fait, de facto, que de fait nous sommes entrés, nous avons pris possession par osmose, ça veut dire par développement, par achat, ainsi de suite, au cours de 400 ans, d'un territoire qui n'avait pas été pris en possession avant ça, même qu'il avait été traversé, il avait été occupé. Mais une fois, j'ai eu affaire aux Amérindiens. J'ai dit, vous voulez qu'on ramasse, qu'on s'en aille? D'accord. Payez-nous tout ce que nous avons investi pendant 400 ans. On va s'acheter des gros bateaux, on va embarquer dedans, on va prendre des vacances. Le chef Norton nous dit, we just can't talk with you. Il n'y avait plus rien à dire. Là. J'ai dit, vous étiez là avant nous autres. Non, vous n'étiez pas là avant nous autres, vous étiez là à peu près en même temps que les Vikings. En plus de ça, vos bases d'opération n'étaient pas dans le Québec et dans dehors du Québec. Et troisièmement, est-ce que vous avez investi ce que nous avons investi? Ils sont formés ailleurs. Je n'ai pas entendu parler depuis ce temps-là. Vous n'avez pas investi? Nous, on investit. En plus de ça, on investit pour les loyalistes, les United Empire Loyalists, on investit pour aider les Anglais. On investit pour construire le commerce jusqu'à dans les Grands Lacs. Et puis en plus de ça, on investit aux États-Unis. Ça sort, cette affaire-là. On a des tout nus, nous autres, jamais de la vie, ma foi. On a travaillé plus fort que tous les autres pour construire l'Amérique du Nord. Alors là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent, hein? Alors donc, j'ai fait valoir ça. Avec ce livre-là, j'ai fait valoir les arguments sur notre statut. Et puis, encore un gars m'a sauté statut, bien là, il y a les lois de ci, puis il y a la définition de ça. Je dis, moi, j'ai ma définition est plus simple que ça, à colle. Le statut est complètement dans l'investissement. Vous avez investi, vous pour venir à l'université, c'est un investissement. Vous avez dépensé de l'argent, vous en dépensez encore, vous mettez du temps, correct, vous investissez, et au bout de votre investissement, vous allez avoir un diplôme qui est un statut reconnu. Ben, c'est ça un statut, c'est simple comme ça. Ben, nous avons investi pour prendre un territoire sauvage, un territoire qui était parmi les plus hostiles au monde. Nous avons investi pendant 400 ans. Les premiers, les Anglais l'ont reconnu. Ils ont dit, oui, c'est une nation. C'est une nation, une société territoriale
par osmose et par symbiose. Correct. Et en plus de ça, nous avons investi aussi pour construire nos institutions, etc., parce qu'en nous imposant la langue française, Richelieu créait les conditions de la création d'un État. Parce que le français, pas un dialecte, le français c'est une langue d'État. C'est une des langues les plus élevées au monde, au point de vue intellectuel, si vous voulez, au point de vue communication. Les Chinois viennent de décréter que la langue du commerce international depuis 1997 est le mandarin, et que l'anglais décolle. Et la deuxième chose, que la langue de la diplomatie internationale serait le français. Comme avant. Pourquoi? Parce que le français est précis, le français est clair. On ne peut pas fourvoyer l'interlocuteur en français comme on peut le faire en anglais. Parce qu'en anglais, on peut dire une chose et puis dire, well, what I meant is, parce que l'anglais nage en ambivalence. Hein? Mais je connais bien l'anglais, je l'ai appris en Angleterre, je l'ai appris chez les Anglais, puis j'ai écrit l'état-major. Je connais l'anglais à fond ou à peu près à fond, ma foi. Et j'ai toujours, c'est pourquoi est-ce qu'on m'a demandé, moi, d'écrire et de rédiger des textes officiels en anglais, parce que ma langue maternelle est le français, parce que j'ai fait le latin. Puis on dit, qu'est-ce que vous allez écrire? Va être plus précis, more accurate que si c'était écrit par un anglais. Il serait pris avec le propre ambivalence. Hein? Alors, qu'est-ce que ça fait l'ambivalence? Qu'est-ce que ça fait l'ambivalence? Il y a un grand auteur qui a déjà expliqué ça, l'ambivalence. Manier un peu plus les plus. Il y a demande à toi, puis la seule une expression qui est plus forte que ça. L'ambivalence fait porter aux autres ses démons intérieurs. Parce qu'on est ambivalent, alors on fait bouillir l'autre avec ses propres démons. Ça veut dire qu'on laisse l'autre pris, tandis qu'on est précis comme en français, alors là, l'autre est obligé de sortir ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Ou bien donc garder le silence. Les Chinois reconnaissent ça. Nous, on s'en rend pas compte. On veut parler en plat, parce que les affaires, c'est l'anglais, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ma foi. Je connais les États-Unis, tous les États-Unis me font une poche. Les Américains apprennent le français à tour de bras. Ils apprennent le mandarin à tour de bras. Parce qu'ils savent. Les rapports de force ne sont plus ce qu'ils étaient. Alors, donc, autre facteur, le grand déplacement vers l'océan Pacifique. Parce que c'est là que se fait l'histoire. L'océan Pacifique, l'Atlantique, c'est le passé. Nous autres, on fait face à l'Atlantique. Alors, toutes ces conditions-là nous donnent notre état. Ah oui? S'ils s'en vont à l'autre bout, nous autres, on est tout seuls septentrions. Ouais. Une des stratégies de guerre, c'est aussi la désinformation, la culture basse, que tout le monde devient endormi. Oui, ça doit être ça. Ça, c'est un facteur important aussi. Bon, ben, franchement. Là, Oui, monsieur. j'ai envoyé une facture. Mais vraiment, là, c'est Allez-vous le extraordinaire, c'est instructif. Je sais que l'histoire de la facture, la vieille histoire de la facture. Moi, j'ai entendu plus, là, Comment? cet après-midi, là, que depuis la moitié de ma vie, puis plus encore. Là, non, mais oui, parce que ça transcende tout. Moi, je vais vous donner une petite anecdote que vous allez être d'accord. Premièrement, moi, j'ai toujours calculé que j'ai été un artiste, moi, dans le domaine de l'image. Puis moi, j'ai été refusé aux Beaux-Arts à 18 ans pour une raison imbécile. Dans ce temps-là, les cégeps commençaient, puis il fallait avoir une 12e année, des trucs comme ça. Là, j'avais tous mes camarades qui allaient aux Beaux-Arts, mais le seul qui a vraiment fait un artiste professionnel, c'est moi. Ouais. Une autre anecdote, j'ai justement écrit cette semaine. À un moment donné, moi, j'avais fait une sérigraphie. J'étais au Salon des métiers d'art en 1977. Ouais. Et puis, à un moment donné, il y a un professeur de l'Université du Québec, j'imagine, ça devait être les Beaux-Arts, qui vient me voir, puis qui me dit « Hey, mais la technique que tu as prise ici, là, c'est une technique, en tout cas, avec un genre de poudre, là. » Il dit « Là, moi, j'enseigne que ça se fait pas. » Je dis « Regarde, moi, là, je ne l'ai pas appris à l'école, je ne le savais pas. » Tu ne savais pas que ça se faisait pas, fait que tu l'as fait. Puis dans le même, au même moment, là, peut-être le lendemain ou 2 jours après, il y a un élève qui est venu me dire, ben moi, on m'apprend là, que cette technique-là, ça se fait pas. Ben, je dis, c'est la même, je dois te répondre ce que j'ai répondu au professeur il y a 2-3 jours. Ben, je le savais pas, mais je l'ai fait.
C'est comme le bourdon qui ne sait pas qu'il a le corps trop gros pour voler, c'est qu'il vole pareil, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est-à-dire qu'on nous apprend plein de trucs, mais dans le fond, il faut commencer par désapprendre, entre autres l'histoire, puisqu'on veut bien nous faire gober. Mais moi, je viens d'avoir le plus grand cours. Ce que j'ai appris aujourd'hui, ça se calcule pas, là. Moi, ce que Vous êtes la personne la plus importante que j'ai rencontrée dans toute ma vie. Ben oui, parce que... Ben oui. Je le dis avec humilité, là. La première fois, vous voyez un géographe fou militaire, puis... Oh, non, mais moi, mais fou. Écoutez, moi, je vais vous en amener un autre là-dessus. Moi, j'ai travaillé avec un groupe d'adultes déficients dans un CRA à Sorel, là, dans les années 80. Et puis, eux, ils se disent fous. Mais moi, vous savez, là, moi, quand je suis sorti de là, j'avais rencontré les personnes les plus intéressantes de ma vie. Parce qu'ils ont l'humilité, ils ont l'amour, ils ont des trucs comme ça. Puis il n'y a personne, j'ai jamais vu. Fait que, vous savez, c'est tellement relatif. C'est tellement relatif. Fait que, oui, fou, parfait. Restez fou si c'est ça. C'est très simple. Mais comme je disais aux élèves que j'avais à Toronto, c'est tellement simple qu'une foule de gens ne comprendront jamais parce que c'est trop simple. Voilà. Vous savez? C'est là. L'évidence est là devant Ben oui, il faut que ce soit compliqué, il faut que ce soit un livre difficile à lire, il faut que ce C'est soit... ça. Hein? Voulez-vous raconter les deux anecdotes? Tu sais, pour la prise de décision, ça prenait de l'information stratégique. Puis deux anecdotes que vous aviez racontées pour savoir comment il y aurait la guerre en Égypte. C'est que s'ils avaient ou pas des réserves alimentaires, vous êtes allé dans quelques restaurants. Ou Oui. encore l'histoire de la prostituée. Ça, c'était un de mes petits trucs, ça. J'étais en Israël, j'étais à Chypre en Israël en 59. C'est ça. Non, en 69. Je commence à me tromper. Et puis, à Chypre, j'étais en charge des troupes du 3e bataillon du 22e, compagnie B, dans le col de Kérignon. On devait surveiller le col de montagne, évidemment, pour maintenir le trafic, pour assurer, garantir la sécurité de tout le monde qui passait. On devait aussi protéger les sources d'eau sur le haut de la montagne. Et puis, à part de ça, il n'y en avait pas grand. Oh oui, on avait aussi le problème des relations entre les sociétés pastorales et puis les sociétés agricoles. Les Grecs étaient surtout des agriculteurs, les Turcs étaient des pasteurs, ils élevaient des moutons. Alors, ce qui arrivait, c'est que les troupeaux de moutons, la nuit, passaient à travers les champs cultivés par les Grecs, faisaient beaucoup de dommages, et les Grecs, eux autres, répondaient avec leurs fusils, puis abattaient le berger. Le matin, vous trouviez le berger turc avec une balle dans la tête, et alors ça commençait une bataille à tout casser. Alors là, la manière de régler ce problème-là, c'était très simple, c'est que le fermier grec venait me voir, et puis il me disait, ben, venez voir les dommages, ainsi de suite. Puis là, j'allais voir le propriétaire turc, puis j'ai dit, écoute, hein, tes moutons t'ont passé à travers la nuit, essaie pas de nier ça, les marques sont là. La marque de mouton est là partout, là, les pieds des moutons, ainsi de suite, plus les choses qui ont endommagé. Le grec te réclame tant. Ben, OK? Et puis ça marchait. La compensation était payée, et puis ça a été le moyen de mettre la paix dans le secteur. J'ai eu une autre aventure aussi, ça c'était plus amusant. On m'avait demandé une fois, c'était l'ambassade de France à Nicosie, monsieur, vous savez que dans votre secteur, c'est plein de, comment est-ce qu'on appelle ça, cet arbre-là, caroubier. Le caroubier, c'est un arbre qui ressemble au saule pleureur. Hein? C'est un arbre qui a des grandes fèves noires. Et quand les fèves sont noires, on les ramasse. Et le gros acheteur de carreaux, c'est Guerlain, le parfumier. Parce que les parfums Guerlain, les cosmétiques de Guerlain, sont faits avec du caroubier. Tandis que les autres sont faits avec de la gelée de pétrole. Alors c'est pour ça que Guerlain coûte un peu plus cher, vous savez. Fait que, alors là, l'ambassade de France me fait savoir, est-ce que dans votre secteur, il y a moyen qu'on arrête, qu'on aille la paix? Le secteur, ça va bien, pas de problème.
on peut faire la récolte de caroubiers. Alors, tout le monde s'est arrangé comme ça. Même là, les propriétaires des arbres, ainsi de suite, ils ont porté leur sac de caroubiers plein de caroubes à l'ambassade de France. Et puis, M. Guerlain était là, payé tout de suite, vous savez. Tout le monde était content. Le même soir, je suis invité à souper à l'ambassade de France. Il y avait de la ratatouille, il y avait des vins français, bien sûr. Alors là, je me suis mis sur mon 36, pas d'armorien, là. Et puis je me suis présenté, Monsieur l'ambassadeur dit, je vous présente Monsieur Philippe Guerlain. Enchanté, monsieur, vous avez fait un bon travail, etc. Est-ce que par hasard, vous parlez allemand? Ben, j'ai dit oui, presque couramment. Bon, alors j'ai des modèles, là, et je n'ai personne pour leur tenir compagnie. Ils me présentent, il y avait 8 ou 9 modèles, des modèles à 200 000, 300 000 par année. Tu sais. Les filles qui avaient les plus beaux teints du monde, sans cosmétique. C'est triché, ça, hein? C'est des Allemandes du Sauerland. Et puis les femmes dans ces régions-là, parce qu'ils sont légèrement humides, légèrement froids, les femmes ont toutes des beaux teints, des petits teints de pêche, là. Et puis, alors ils me présentent comme ça, même là, le Frauentel, le Vermögen, puis je m'assis. Puis je commence à les écouter parler entre elles. Elles étaient toutes des fermières. Et puis, en plus de ça, elles étaient costaudes, hein, physiquement parlant. Elles avaient des grosses mains, comme ça arrive souvent, une fille qui a travaillé longtemps sur la ferme. Et puis, elles discutaient entre eux autres de ce qu'elles allaient faire avec l'argent. Bon, on va acheter, par exemple, 30 cochons de plus pour l'année prochaine. On va, il y a un champ de culture, là, culture de choux qu'on va améliorer. On va faire drainer tel champ, ainsi de suite, vous savez. Puis les filles, là, habillées, là, des grands modèles, là, dans les magasins internationaux, qui discutent très sérieusement de veaux, de vaches, de cochons. Ça fait comme ça. Les autres comprennent rien. Imagine que ça. Et bien là, c'est là que je me suis aperçu que M. Guerlain, quand il photographiait ses filles, hein, pour mes modèles, là, il trichait, parce qu'il prenait une fille qui avait un tellement beau teint qu'elle n'était pas obligée de prendre les cosmétiques de Guerlain. Alors il faisait à croire qu'elle regardait comment elle avait un beau teint, c'est parce qu'elle avait des cosmétiques de Guerlain, c'est entendu. Alors j'ai vu que M. Guerlain, ça c'est un habile manipulateur. Oui. Et les filles, les autres s'en foutaient, hein, ils avaient été choisis comme ça. Mais quand il les photographiait, en plus de ça, il ne fallait pas que la fille monte ses mains ouvertes. Vous aurez vu qu'elle avait des grosses mains d'habitantes. Hein? Les filles baissaient leurs mains. Pour, c'est là où j'ai eu la leçon de ma vie. Fait que, quand je suis parti, il était de bonne heure, on a mangé, puis tout. Et puis, les filles voyaient bien que j'avais pas les mêmes intérêts qu'eux autres. Il y en a une, à un moment donné, elle me dit, est-ce que vous avez déjà étudié Schopenhauer? Ben, j'ai dit oui, Arthur Schopenhauer. Elle dit, qu'est-ce que vous pensez de son concept du bonheur? La fille fermière, une grosse fermière forte, là, vous savez, le rougeaude, là, qui a étudié philosophie allemande, Emmanuel Kant, Schopenhauer, ainsi de suite, là, puis qu'en même temps se retourne de bord et commence à compter ses cochons. Le monde se place surprenant. J'ai dit ça, on voit ça seulement en Allemagne, chez les Allemands. Mais je me suis levé, je me suis excusé, j'ai dit, monsieur l'ambassadeur, m'excusez, il faut que je regagne le champ de bataille, et puis il faut que je me change, que je fasse une inspection de nuit. Puis j'ai dit à M. Guerlain, j'ai dit, j'ai été honoré de vous avoir rencontré. Mon Guerlain, bien sérieux, dans la main comme ça, la gueule tournée vers les filles. Monsieur, l'essentiel, c'est de vendre. Et là, j'ai vu que les filles, même s'il le dit en français, les filles avaient compris que si elles ne vendent pas, elles vont retourner s'occuper Les cochons. des cochons, du chou, puis de tout ce qu'ils faisaient. Alors ça, là, j'ai été instruit de ne pas en faire. Ma naïveté, Guerlain comme ça, même que lui, il courait terre à terre, il commençait ça rapport. De toute façon, j'étais en Israël, et puis en Israël, j'avais juste une question à régler. C'est en 69, et puis la guerre allait reprendre dans le sud, hein, sur le front sud, le front du Sinaï. Je savais à ce moment-là que le commandant israélien était le général Gabish.
Et puis, c'est un gars qui était très habile avec les chars d'assaut, très habile à manœuvrer, là, blitzkrieg, là, comme les Allemands. Là. Et puis que sur le côté égyptien, c'est un général Chazli, qui lui est un général de show, là, tu sais, de spectacle, là, qui se promenait comme ça, puis qui te saluait, puis qui connaissait rien ou à peu près rien. Fait que, il fallait savoir à peu près quand c'est que la guerre commençait. Comment est-ce que je me suis pris pour le savoir? Comment est-ce qu'un espion va faire pour savoir exactement quand c'est qu'une guerre va commencer? Vous allez lire des livres d'espionnage, vous n'apprendrez rien. Rien. Puis d'ailleurs, lisez les livres de John Le Carré, là, l'expert, là. John Le Carré se contre-moque de toutes les organisations d'espionnage parce qu'elle ne trouvait rien. C'est très facile. Quand je suis arrivé dans les restaurants israéliens, je me suis aperçu que la nourriture est importée de l'extérieur. Première condition pour qu'un pays s'embarque dans une guerre, 4 ans de réserve alimentaire. Ça, c'est plus important que les canons et les fusils. Ils n'en avaient pas. Alors, j'ai dit, bon ben, si ça leur prend 3-4 ans avant de s'organiser, on est en 69, 10, 11, 12, 13, à peu près 73, ils devraient avoir accumulé assez de réserves en 73 pour que la guerre commence. Les Égyptiens, de côté non plus, n'avaient pas de réserve alimentaire. Parce que la première chose, c'est la logistique. La bouffe, c'est la première arme de guerre. C'est pas le fusil qui est la première arme de guerre, c'est la bouffe. La bouffe, l'eau, les fournitures, tout le restant, ça passe bien avant un fusil. Tellement que quand vient le temps d'acheter le fusil, il ne reste plus d'argent. Alors ils achètent ce qu'il y a de moins bon, vous savez. Puis ils équipent les armées avec ça. Fait que, pour vous en donner la preuve, tiens, moi j'ai tiré, j'ai appris à tirer la 303 pour la première fois, le fusil datait de la guerre 14, puis les balles aussi. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a dit, regarde bien ça, là, on va te donner un fusil de l'armée allemande, un 11h98K. Je regarde ça, 1912. Il avait servi contre l'armée canadienne. Les balles, 1914. Je me suis installé, j'ai tiré avec, fonctionne encore, à la perfection. Fait que, alors donc, et effectivement, ça a éclaté effectivement en 1973, en octobre, la guerre du Yom Kippour, qui a éclaté en octobre 1973. J'étais revenu à ce moment-là, j'étais à Saint-Hubert. Et puis là, tout de suite, aussitôt que ça a commencé, les Israéliens, sous la conduite de leur général Gavish, là, dans le temps de dire zoom, 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 l'armée égyptienne a tombé en morceaux, décapité dans le temps de dire, les officiers se sont enfuis, une division complète, 18 000 hommes pris dans le désert, entourés, en sappier, pas capable de bouger rien. Alors là, les Nations Unies ont fait pression pour des raisons humanitaires pour sortir ces soldats-là de là, puis là, ils ont demandé à l'armée canadienne. L'armée canadienne a tourné le bord, puis elle a dit Marcel. C'est drôle, dans ce temps-là, gros méchant séparatiste, dans ce temps-là, il me trouve beau puis fin. Et quand ils ont dit Marcel, on forme une troupe spéciale, peux-tu les former, puis les entraîner, puis les préparer pour le Sinaï? Alors j'ai dit OK. Alors j'ai fait le travail. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Les Israéliens ont consenti, ils ont dit correct, laissez-les sortir. Mais ils déposent leurs armes. Ils s'en viennent sans armes, puis vous organisez un point de ravitaillement, ils vont pouvoir manger, ils vont manger depuis une semaine. Fait que, alors ça a été la première affaire. La bouffe, première arme de guerre. Vous allez voir à pied de ça. C'est comme ça que vous allez devenir le premier grand expert en stratégie d'État. Et vous aviez su qu'il n'y avait pas de réserve, c'était en allant dans un restaurant? Comment? Vous aviez su que vous n'avez pas de réserve alimentaire, c'était en allant dans des restaurants? Non. Non, vous mangez dans un restaurant, vous voyez du mouton. Vous dites, hey, c'est bon ce mouton-là? Ça vient de la Galilée. La fille a dit non, ça vient d'Argentine. La fille ne réalise pas l'importance stratégique du renseignement qu'elle vient de me donner là. Vous savez? Vous pouvez me dire, ben non, c'est bien banal, dire à quelqu'un qui est attablé, ben ça vient d'Argentine, ça vient d'un autre pays, ça vient d'un autre pays, etc. Vous savez, moi je sais ce que ça vaut comme renseignement, tranquillement, je m'assieds, puis je continue de manger, hein? Bon. Moi, c'est fini, j'ai plus de batterie. J'ai passé mes 2 batteries. Mais bon, quand même, extraordinaire. C'est concret, cette affaire-là, c'est concret. Vous savez, c'est concret. Une femme comprend ça, c'est concret. Un homme, moins.
Un homme comprend mieux Pourquoi? l'abstrait. Il pense que toujours, plus il pense, ainsi de suite, tandis qu'une femme est en rapport avec le réel. C'est pour ça qu'elles viennent bonnes en stratégie quand on le montre comme il faut. J'ai formé des femmes de l'armée canadienne pour occuper des fonctions importantes comme ça. Elles étaient contentes. Pourquoi les femmes font moins la guerre? Comment? Ben, si les femmes sont si bonnes en stratégie, pourquoi elles font moins la guerre? Bon, elles ne veulent pas la bataille, mais la stratégie, c'est pas nécessairement la guerre. La stratégie, ça peut être la stratégie d'un commerce, ça peut être la stratégie d'un État, stratégie générale de même. Mme Marois est experte. Mme Marois est une bonne stratège. C'est pour ça qu'elle prend son temps. Hein. Tout le monde pense qu'elle fait rien. C'est pas vrai. Elle est en train de choisir son monde. Hein. Je la connais bien, mais j'ai travaillé avec. Puis d'ailleurs, elle a lu, elle a étudié, elle a cette carte-là. Elle la regarde à tous les matins. Et puis, plusieurs fois, on a discuté. J'ai dit, madame, moi, je pense des fois que j'ai travaillé pour rien. Pendant 50 ans que je travaille pour la cause. Elle dit, non, vous n'avez pas travaillé pour rien. Elle dit, moi, je vais me le dire, moi, comme ça, mais je vais vous en faire la preuve. J'ai dit, c'est bien, madame, c'est bien. Alors là, je ne cherche pas à avoir aucun poste, rien, je suis trop vieux. Je dis, j'approche 80 là, maintenant. Je suis un jeune homme. Oui. À un moment donné, on sent le poids de son âge aux gens. Avez-vous besoin d'un? Ça va. Mais seulement que cette fois-là, il faut que ça marche. Mme Marois, elle sait. Elle sait que si elle organise les assises d'un État, si elle construit l'État, que le reste du Canada va le reconnaître, les États-Unis vont le reconnaître. Elle le sait. Vous n'allez pas demander, vous décrétez l'État et vous agissez comme un État. Et elle le sait. Elle le sait. Les autres se demandent qu'est-ce que c'est qu'ils vont demander, qu'est-ce que c'est qu'ils vont dire, etc. Occupez-vous pas de ce qu'ils vont dire, occupez-vous de ce que vous allez dire. Oui. Fait que, elle a compris. OK. Oui, monsieur. Voulez-vous nous dédicacer quelques livres? C'est 20 Oui. pour ce livre-là, 15 pour l'autre, 10 pour la carte. On en prendrait deux.